Il me faudrait mes notes, parce qu'on arrive tout juste. Est-ce que tu sais même plus mon nom? Si, ça va, Guillaume Meurice. Bonsoir. Je vous demande de la Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. Guillaume Meurice, notre invité ce soir. Salut. Oui, parce qu'on arrive. Alors, il faut que je vous explique que Guillaume a quand même passé 4 heures dans le train pour arriver. Et donc, on arrive tout juste. Et donc, parti tout à l'heure, évidemment, tiens. Est-ce qu'il marche? Oui, il marche pas. Fermé pour le moment, regarde. Oui, tout à C'est fait. mieux, voilà. Oui, c'est mieux. Et donc, du coup, forcément, je vous fais court pendant que on va me chercher. J'espère qu'on va réussir à les trouver dans mon bureau. Il y a 5 pages, donc on devrait y arriver. Ah ouais. Et du coup, le temps d'arriver, voilà, on arrive tout de suite devant vous. Ça va, Guillaume? Mais ça va au top? Comme un gars qui a fait 4 heures de train. Ah ouais. Ouais, non, ça va, non. Faut le mériter, l'arrivée au Havre. Faut mériter l'arrivée au Faut Havre. mériter le Havre, ouais. Non, mais je suis content d'être là, et merci d'être venu. Alors qu'il fait beau, mais vous n'avez pas autre chose à foutre, franchement. Qu'est-ce que tu veux dire dans une librairie, là? Guillaume, la dernière fois qu'on s'est vus, nous, ensemble, ben, c'était de façon virtuelle. Ouais. C'était l'année Sur dernière. Ouais, exactement. Ici au Tinder, bien sûr, parce que je fréquente ça tous les jours. Bien sûr, voilà. Et vous aussi. On a matché, bam, et voilà. Et le résultat, c'est qu'un an après, on se rend en vrai. On se paxe. Donc, là, Oui. c'est Ouais, super. Ah, des Merci blagues, ça. beaucoup. Merci, c'est génial. Ben, je suis sauvé. Ah, voilà. Hein, parce que sans ça, je ne suis rien. Donc, alors, on vous reçoit, Guillaume Meurice, ce soir, évidemment, pour ce Attends, livre. genre, on se revoit et tout, comme quand tu reçois des vrais auteurs. Ah oui. Ah, Parce c'est qu'on- hyper on classe. continue de se tutoyer, alors. Bah, J'ai- c'est mieux, non? En interview, j'ai toujours beaucoup de mal. C'est le Bon, allez, vas-y, on se revoit, ça fait hyper classe. Tu crois ça fait ça? Allez-y, Tu Olivier. crois ça fait ça? C'est bien, c'est bien. Les vrais gens, c'est le livre de Guillaume Meurice par aux éditions Jean-Claude Lattès, avec évidemment la complicité de France Inter. Je n'oublie pas de le repréciser. Je rappelle juste, s'il était besoin, Guillaume, que tu es. Je vais essayer de m'y tenir, c'est promis. Humoriste, comédien, tu as fait les cours Florent, chroniqueur sur France Inter, bien sûr, dans l'émission Par Jupiter, auteur, évidemment, on en reparlera tout à l'heure, rocker aussi. Oui, mais surtout rocker, hein, t'aurais dû commencer par là. Les gens me connaissent plus dans ma carrière de rocker macroniste. Ah ben, c'est vrai, Un groupe de rock macroniste, qui est comme du rock chrétien, mais on louait les vertus d'Emmanuel Macron. Alors, les vrais gens, c'est les vrais gens, avec le féminin vrai. Oui, mais c'est une règle d'orthographe. Voilà. Voilà, tout bêtement. Là, on a juste respecté l'Académie française pour une fois. On s'est dit sur la couverture, on va respecter Un peu les de normes. respect que diable. Voilà, un petit peu. Voilà. C'est aussi, je l'ai noté, le titre d'une chanson de l'ex-star shooter des années 80, Kent. Exact. C'est quoi? C'est un clin d'œil? C'est... Non, j'ai découvert après. Je voulais l'appeler les vrais gens parce que j'aime bien. Enfin, c'est l'expression très condescendante qu'utilisent beaucoup les politiques pour dire je connais le peuple, je connais les vrais gens. J'en ai déjà rencontré en vrai sur des marchés. Et donc ça m'amusait d'en faire le titre du livre. Et puis après, en faisant mes recherches, d'ailleurs j'ai regardé s'il y avait d'autres livres qui s'appelaient comme ça. Et je suis tombé sur la chanson de Kent, qui est un chanteur que je connaissais, mais je connaissais pas la chanson. Donc je me suis permis de lui faire un petit clin d'œil au début du livre. Alors ça tombe bien parce que là pour le coup à la fin du livre, il y a... Spoil pas. Non, je dis pas tout, le mystère ne sera pas révélé. Je dis juste qu'il y a quand même une playlist, une bibliographie et une filmographie, et ça tu y tenais particulièrement, enfin je veux dire ça donne aussi des indications au lecteur sur ce que tu lis, ce que tu écoutes, etc. Ouais. Moi, c'est des trucs que j'aime bien retrouver dans les bouquins de Joly, des auteurs que j'aime bien. Je me dis, tiens, où est-ce qu'il ou elle a trouvé cette source d'inspiration, ou cette étude, ou je sais pas, cet extrait. Donc j'ai mis à la fin des petites références, des choses qui m'ont influencé, on va dire, quand même. Donc j'y tenais, ouais. C'est important encore une fois de partager ça encore avec le Mais oui, lecteur. tout à fait. Parce qu'on est de gauche avant tout, quand même, faut pas l'oublier ça. Même si on est dans la ville d'Édouard Philippe. Je savais que ça allait tomber. Ah oui, autant le dire. C'était inévitable. Il va bien? Ça y est, là, c'est total. La mue, ça y est, elle a terminé. Hein. Tout à fait, j'ai vu dernièrement. Vous nous emmenez dans les coulisses du moment Meurice. Je sens que c'est un sujet sensible, un peu la barre d'Édouard Philippe.
J'ai senti un peu les gens faire. Vous voyez? Non, je sais pas. Non. On en reparlera. On reviendra sur cette Si vous voulez. On est dans les coulisses du moment Meurice sur France Inter avec ce livre. On rappelle que ce sont ces reportages humoristiques que vous faites pour l'émission. Avant d'aborder quand même les chroniques par elles-mêmes, avant de revenir sur le livre par lui-même, je voulais qu'on vienne aussi, enfin sur le livre aussi, parce qu'il y a de nombreuses photos dans le livre et je voulais savoir un peu comment elles avaient été choisies. Il y a à la fois des photos des partenaires, des collègues, des copains, copines de l'émission, mais pas que. Bah ouais, j'imaginais le bouquin un peu en mode carnet. Donc avec mes expériences de, t'as dit reportage, ouais c'est un bien grand mot, mais oui je vais sur le terrain tout le temps, je discute avec des gens tout le temps, donc je voulais un peu raconter mes impressions, donc j'ai pris des notes, ça fait 8 ans que je fais ça, ça fait 8 ans que tous les jours je vais faire chier des gens qui m'ont rien demandé. Et c'est vraiment des reportages quand même. Ouais, ça épouse un peu les codes du journalisme, parce que je vais sur le terrain, et oui j'ai un micro, etc. Et j'ai une ligne éditoriale, on va dire, qui n'est pas la même que celle de Christophe Barbier par exemple. On va dire ça. Par exemple. Donc j'ai imaginé le livre un peu en mode carnet, donc oui j'ai choisi des photos. Alors les photos, comment je les ai sélectionnées, c'est simple, c'est des photos qui sont dans mon téléphone et je me suis dit tiens ça peut être marrant d'illustrer tel ou tel passage que je raconte ou anecdote par une photo que j'ai prise sur le moment. Donc ouais, il y a des photos de studio avec les collègues de la radio avec qui on se marre beaucoup. Il y a des photos de salon, de l'armement, des choses comme ça où je vais toujours traîner régulièrement. Et puis des salons, des photos de l'Assemblée, des choses comme ça. Ouais. C'est pour avoir cet aspect un peu carnet, et puis un peu aussi aérer le récit. Tout bêtement, en termes de forme, c'est toujours sympa, plus sympa à lire. Quoi. Alors, on parlait de reportage tout à l'heure, tu as évoqué le mot journaliste et journalisme, et je crois qu'il faut tout de suite évacuer quelque chose qui t'embête beaucoup, je crois. Mais c'est pas que ça m'embête. C'est que tu n'es pas journaliste, tu le dis dans le livre, je cite, hein, que les gens qui m'écoutent régulièrement me prennent pour un journaliste est un problème pour le journalisme. Explication. À partir du moment où on considère que le micro-trottoir, par exemple, c'est du journalisme, c'est un problème. Or, il y a quand même pas mal de JT qui continuent à faire du micro-trottoir. Moi, je sais, pour le pratiquer tous les jours, qu'on peut faire dire absolument ce qu'on veut à un micro-trottoir. Il suffit de sélectionner les passages qui correspondent à ce qu'on a envie de dire. Donc moi, je le fais en tant qu'humoriste. Parce que c'est une pratique qui peut être une pratique humoristique. En tout cas, ça ne dit absolument rien de l'opinion publique. Au mieux, ça illustre un peu. Donc les JT s'en servent pas mal pour illustrer leur sujet, mais moi je trouve que c'est de la paresse intellectuelle de leur part. C'est du remplissage? Et c'est du remplissage, ouais. Bon, après, ils ont besoin de contenu, surtout les chaînes d'infos en continu, ils ont toujours besoin de contenu, donc forcément ils vont à la facilité. Mais non, c'est pas du journalisme, la preuve, j'en fais. Alors, les chroniques, comment est-ce qu'elles sont nées? De quelle idée, d'où c'est parti, il y a maintenant un peu plus de 8 ans? Alors tout ça, c'est de la faute d'Alex Vizorek. Encore? Ouais, c'est toujours la faute d'Alex Vizorek quelque part. Et là, c'est vraiment lui qui a eu l'idée. Donc, pour ceux qui écoutent l'émission, c'est le co-animateur avec Charlie Noël. Et au départ, on se connaît depuis longtemps, on faisait des festivals d'humour ensemble, il est comédien également, il a un très bon nouveau spectacle d'ailleurs. Très cher, mais très bon. On lui répétera. Ah, voilà, il le sait, il est au courant. C'est filmé. Voilà. Et c'est lui qui a eu l'idée, comme il savait que j'étais un petit peu taquin, que j'aimais bien les débats, aller embêter les gens, etc. Parce que pour faire de la promo pour mon premier spectacle, je faisais pas mal de sortes de caméras cachées dans la rue où j'allais emmerder les gens déjà à l'époque. Et donc c'est lui qui m'a dit, tiens, mais si on te filait un micro, et tu choisis un thème d'actualité ou ce que tu veux, ça peut être le championnat du monde de barbecue ou je sais pas, où tu vas à l'Assemblée ou la réforme des retraites. Ou le championnat du monde de tricot. De tricot que j'ai, oui, que j'ai On en parlera. Et il m'avait dit cette phrase incroyable à l'époque, il m'avait dit tu verras, tu fais ça le matin, tu nous ramènes du son, et puis nous on fait le montage, enfin en gros à midi t'as fini ta journée quoi. Et bon bah non, la suite a prouvé que non. Et quand on a commencé à faire les pilotes et les premiers essais, avant donc de faire la première émission, on s'est rendu compte que c'était mieux si j'étais en plateau, si j'expliquais où j'étais, je recontextualisais, et puis si je mettais des blagues un peu dans tout ça. Et puis ça a donné cette forme-là qui est arrivée très très rapidement, mais de manière très aléatoire, très chaotique. Dans le sens où on ne s'est pas dit on va faire ce type de chronique, c'est venu un petit peu comme ça. Et donc c'est grâce à Alex. Ouais. C'est impossible, vous ne souhaiteriez pas que tout cela passe à la télévision?
Non, on me l'a beaucoup demandé ça. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, parce que les télés n'ont pas beaucoup d'imagination, donc ils viennent te voir en disant j'ai une super idée pour toi. C'est un peu ce que tu fais à la radio, mais il faudrait de l'image en plus. Mais eux, ils ne le vendent pas comme ça, ils disent on a une idée, tu irais en fait dans la rue, et tu choisirais un sujet, tu dis ouais, c'est ce que, Un peu de ce que je fais déjà. Et j'ai toujours refusé, alors ça me servirait quand j'interroge des gens connus, genre des politiques, parce que de plus en plus les politiques ils fuient, ils fuient mes questions. Donc ils sont là, ils voient leur poser des questions et ils se cassent. Et moi la radio ça me fait un son. Il fuit. Qu'est-ce qu'il fuit? C'est Guillaume Meurice, c'est le micro stické France Inter, c'est quoi? Non, le micro stické France Inter, ça les attire. Ah Ils bon? font, ah d'accord, bah ça va être sympa. Mais c'est Guillaume Meurice, Et du coup, puis ça après, va. comme je suis pas allé à Salamé, bah du coup, et ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et des fois, ils mettent leur agent de sécurité entre moi, et, enfin bon, bref, je bataille un peu, mais ça me déplaît pas non plus. Mais je voudrais pas le faire avec des gens lambda, on va dire, c'est pas péjoratif, mais avec des gens au hasard sur la marché, parce que je veux pas que les gens soient reconnus le lendemain, ou dans leur famille, ou dans la rue, en disant ah c'est toi qui as dit de la merde hier à la télé. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les discours des gens et ce qu'ils disent. Et en plus, pour une raison pratique, c'est très compliqué d'interroger les gens avec une caméra. Déjà, ça fout une pression quand il y a une caméra sur le museau. Et en plus, moi, j'aime bien être tout seul avec mon petit enregistreur. Je prends un café quand le gens il prend un café. Je suis assez solitaire, moi, dans le travail, quoi. Et donc, j'ai envie de pouvoir me poser ou discuter 10 minutes en off avec quelqu'un. Enfin, voilà, j'ai besoin d'être libre à ce niveau-là. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai toujours dit non à la télévision sur cette forme-là. Et de toute façon, Guillaume, je crois que finalement, on est bien à la radio. C'est un beau média, la radio. Mais ouais, moi, je connais que France Inter. Bon, déjà, parce que j'ai des parents qui étaient libraires, déjà, quoi. Déjà un petit peu déviant, hein, on peut dire. Donc il écoutait France Inter du matin au soir. J'appelais ça Radio Chiant, moi, à l'époque. Donc ça, il ne me manque pas de me le rappeler régulièrement. Et il me dit, ça va bien sur Radio Chiant, ça se passe bien? Et ouais. Et quand j'ai commencé la radio, j'ai commencé à France Inter, donc j'ai pas trop le recul, je connais pas les autres stations. Mais oui, c'est un média, bon, en tout cas pour l'instant, qui nous laisse la liberté. On n'a jamais été emmerdé. Ni avec ce qu'on fait avec Charline le matin, avec les politiques, ni l'après-midi. Pour l'instant, en tout cas, je touche du singe. Et puis la radio, c'est aussi, du coup, quelque chose vraiment, on vous écoute. Quoi. Et puis alors, il y a en plus ce son, Radio France, son France Inter, etc. Oui, mais qui est important, cette espèce de rondeur, cette espèce de chose, de son chaud, qui est, je crois, important aussi pour l'auditeur. Ouais, c'est un peu plus ça quand même. Enfin, non, en France, quand on le fait, non, franchement non. Même de même que le nombre d'auditeurs ou d'auditrices, on ne peut pas se rendre compte. C'est un peu abstrait, tout c'est ça, je sais, on ne sait jamais qui ouais. nous écoute. Oui. Donc, bon. Non, mais oui, le média radio, c'est un média un peu plus intime que la télévision, ouais. Qui est déjà un peu plus même intrusif. Dans un salon, c'est le meuble, la télévision qui est là au milieu qui trône. La radio, ça peut être un petit poste. Maintenant, c'est beaucoup des smartphones, etc. Donc oui, il y a un peu plus un rapport à l'intime. Mais en le faisant, en pratiquant tous les jours, c'est pas ça qu'on pense. Mais c'est pour ça que j'aime bien ce média, ouais. Il est quand même, Guillaume, en restant sur France Inter, vous ne seriez pas un peu ce qu'on appellerait, enfin ce que vous appelleriez bien volontiers, un anarchiste subventionné? Ben, c'est ça, c'est complètement ça. Mais c'est pas pour faire de l'autopromo, mais du coup ça veut dire que je vais en faire quand même. Mais mon dernier bouquin traitait de ça, Le Roi et Paris. Et on va en parler aussi de cette histoire de... Allez-y, bah, ouais, c'est l'histoire du bouffon de François Ier, et c'est comment on peut critiquer une structure à l'intérieur de la structure, quoi. Donc oui, je suis un anarchiste subventionné, c'est-à-dire que c'est la structure, l'institution France Inter, Radio France, qui me permet de dire qu'il faudrait peut-être changer les institutions. Donc il y a toujours une ambivalence, une ambiguïté, et c'est assez agréable de jouer avec. Comment est-ce que vous choisissez les thèmes des chroniques? Au-delà du fait que je pense que ça doit pas être simple. Burkini, il y a des choses qui reviennent. Oui, non, mais il y a ce qu'on appelle des marronniers, voilà, si je puis dire, mais quand même, j'imagine que c'est pas tous les jours facile de trouver un thème précis, d'aller en plus, alors une fois qu'on a cherché le thème, d'aller trouver les personnes qui acceptent de parler, et puis qui vont faire en sorte quand même de vous proposer une chronique qui, à vos yeux, tienne la route, enfin, qui vous soit intéressante, et donc qui puisse être intéressante à écouter. Oui, mais c'est parce que tu vois juste le produit fini. Moi, je ne peux pas raisonner comme ça, je raisonne toujours à l'inverse. C'est-à-dire, je choisis un sujet, j'y vais et je vois ce qui se passe et je fais avec ce que j'ai comme matière. Exemple, la dernière chronique que j'ai faite, c'était à l'Assemblée Générale des Actionnaires de Total. Et donc, j'avais demandé ma petite accréditation.
disant bonjour monsieur Total, est-ce que je peux venir poser des questions aux gens? Ils m'ont dit non, non, c'est pas question. Donc j'y suis allé quand même en me disant je vais voir ce qui se passe. Et je suis tombé sur tous les activistes écolos qui bloquaient l'entrée, donc tous les actionnaires dans la rue. Et donc à portée de micro, et en plus complètement énervé parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer, etc. Donc voilà, je me suis pas dit tiens, j'espère que ça va se passer comme ça. J'y vais, si ça s'était pas passé comme ça, j'aurais interrogé ceux qui rentrent, qui sortent, qui vont fumer leur club. Enfin, je fais avec ce que j'ai, quoi. Je prends toujours un sujet et un angle et après je vois ce qui se passe. C'est pas si compliqué. J'aimerais bien te faire croire que c'est hyper compliqué. Mais ouais, j'en chie. Mais j'ai l'impression quand même... Quand on me refuse l'entrée, j'y vais quand même. Ah oui. Ouais. Et ça arrive assez rarement. Les actionnaires, les assemblées générales d'actionnaires, ils sont assez flippés parce qu'il y a beaucoup d'actions. Du coup, là, c'est un bon exemple d'actions militantes. Donc ils sont un peu flippés, donc ils accréditent de moins en moins. Mais même les meetings de Zemmour, j'étais accrédité par exemple. C'est très très rare qu'on m'accrédite pas. J'ai pas de carte de presse ni rien, mais bon, déjà de pas m'accréditer, ça me donne un côté sulfureux que je trouve hyper stylé. Mais ne m'accréditez pas, je vais venir quand même, je vais faire le mec, ouais, je dois vachement déranger quoi, tu vois. Je suis Élise Lucet dans ma tête quoi. Je suis là, vous avez peur. Je me dis à quel point de fragilité et de fébrilité il faut être pour avoir peur de moi. Je trouve ça génial. Il y a le syndicat du nucléaire qui m'avait pas accrédité une fois. Et pareil, j'étais resté devant. Et en plus, tous les gens qui participaient c'était un congrès, je crois, ils sortaient fumer leur clope. Donc moi je les chopais à ce moment-là. Et en plus, ils pouvaient pas me fuir parce qu'ils avaient le temps. Ils étaient là pour fumer une clope. Donc ils ne pouvaient pas dire ah non, désolé, je vais là-bas. Non, c'était encore mieux pour moi. Donc non, souvent, ils m'accréditent quand même. Mais je ne sais plus quelle était ta question, pardon. Non, mais c'était justement de la difficulté, quelquefois, de trouver des sujets ou de trouver tout simplement des personnes. Le sujet, c'est l'actu, là, pour les élections, c'était fastoche, quoi. Ouais. Des meetings, des sujets, il y en avait plein qui étaient mis sur la table, quoi. Après, il y a des trucs qui reviennent tout le temps, le burkini, tout on parlait, le voile, etc. Bon, c'est des trucs... Après, ce qui est rigolo, c'est pas forcément de traiter à chaque fois le sujet, mais de trouver un angle différent, ça, c'est rigolo à faire. Ouais, ça, c'est chouette. C'est tout le défi, c'est tout l'intérêt de l'exercice. Comme l'aurait écrit le Havrais Raymond Queneau, c'est un peu un exercice de style. Ouais, carrément. Oui, c'est un pur exercice de style, ouais, je suis bien d'accord avec ça. Il est très plaisant à faire, mais je pensais vraiment me lasser très rapidement. La première année, d'ailleurs, je m'étais dit, je fais ça 1 an ou 2, et après, soit j'aurai plus d'inspiration, soit les gens en auront marre de moi. Alors, il y a des gens qui en ont marre de moi, attention. J'ai bien cru comprendre. Il y en a quelques-uns. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils continuent à écouter. Il y a un mec qui m'envoie des messages régulièrement pour à chaque fois me dire, c'est très argumenté, c'est pas insultant, mais pour vraiment me prouver à quel point je suis nul. Et je dis, mais pourquoi t'écoutes? Et il me dit, mais je sais pas, tu me fais quand même marrer, mais c'est nul. Alors il me fait rigoler, je lui réponds à chaque fois. D'ailleurs, l'idée, Guillaume, c'est de faire marrer d'abord ou de faire prendre conscience de quelque chose, ou les deux à la fois. Qu'est-ce que c'est le principe un peu de départ? C'est tout de même de rester humoriste. Tu veux me faire parler de Sophia? Ah, ça me fait l'impression. Non, ça n'engage que toi. Non, je considère qu'il faut être drôle. Enfin, essayer, c'est toujours une tentative, l'humour. Donc oui, je considère qu'une chronique, elle doit être drôle. Si elle n'est pas drôle, c'est raté, quoi. Et après, de toute façon, tous les humoristes, ils font avec leurs obsessions, avec leur centre d'intérêt. Donc moi, mon centre d'intérêt, c'est l'actualité, et ce qui se passe, et comment cette espèce bizarre qu'on est arrive aussi peu à cohabiter. Donc oui, c'est ça qui m'obsède, donc je fais sur ce sujet-là tous les jours. Mais non, ça reste une chronique humoristique. Si ça ne devenait pas drôle, moralisateur et chiant, je ferai autre chose. C'est pour ça qu'il est quelquefois quand même difficile de trouver la manière humoristique. Je te cite encore une fois la petite astuce. Jouer le personnage quelquefois odieux en fonction des thèmes, là encore, sont pas faciles à aborder, ou des personnes qui sont très impliquées dans quelque chose, des personnes en lutte, des personnes courageuses, et là encore c'est toi qui l'écris. Tu es impressionné, je cite, par leur force de caractère et leur détermination. Mais avant ça, il faut trouver le bon personnage à jouer, amener quelque chose. C'est un peu du théâtre, quoi, finalement. Ouais, c'est du théâtre, c'est un peu du jeu de rôle. Il y a vraiment deux types de chroniques. Quand je vais interroger des gens dans la rue et que je vais plutôt chercher des discours un peu problématiques, oppressifs, etc. Là, je joue le personnage du Candide, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Socrate, en fait. Tu as juste à poser des questions de la maïotique, quoi. Tu poses des questions aux gens en disant, ah ben, vous dites ça, d'accord, mais expliquez-moi pourquoi, d'où ça vient, est-ce que vous êtes sûr?
Et donc c'est un personnage de naïf. Souvent on dit que j'ai de la mauvaise foi, mais je trouve que j'en ai pas tant que ça en vrai. C'est juste que je joue un personnage qui a besoin d'explication, quoi. Donc quand quelqu'un... Le Candide. Ouais, le Candide, ouais. Quoi. Et alors, à l'inverse, quand j'interroge quelqu'un dont j'apprécie plutôt soit le combat, soit l'action, je pense par exemple à la sage-femme du bateau de SOS Méditerranée que j'avais interrogé alors qu'elle était en pleine mer, ou même des militants, Cédric Héroux, qui est un militant, qui était un agriculteur dans la vallée de la Roya qui accueille des migrants, etc. Je joue le personnage odieux, je pose des questions débiles, ouais, volontairement. Ouais, c'est une question d'angle, quoi. Faut trouver l'angle pour que ça reste quand même rigolo, quoi. Il y a eu des déceptions. Est-ce qu'il y a des déceptions quelquefois? Et lesquelles? Allez, on est entre nous, on peut dévoiler peut-être 2, 3 moments où tu t'es dit, bon, là franchement, bah, j'ai pas réussi, quoi, mais ça arrive. Ça ouais. Oh ben non, bah alors ça, je vais te dire, ça va me faire paraître un peu une réponse langue de bois, mais je crois que ça m'arrive tous les jours. Parce qu'en réécoutant les sons, à chaque fois je me dis, ah merde, j'aurais dû relancer comme ça, c'est telle question qu'il fallait reposer comme ça. Donc ça m'arrive tous les jours, ouais, faut faire avec. De toute façon, quoi qu'on fasse, quelle que soit la pratique artistique qu'on utilise, on aura toujours ce type de déception, quoi. Donc ça, il faut faire avec. Après, des déceptions perso, Nadine Morano voulait plus parler pendant longtemps. Ça fait un peu mal au cœur, quoi. Elle faisait « Oh non, pas vous, hein. Oh non !» J'ai eu une déception liée à vraiment, là, parce qu'il faut qu'on parle d'Édouard Philippe quand même aujourd'hui. Ah bah ça m'engage encore une fois que toi. Alors Édouard Philippe, il a la particularité d'une part d'être assez nul politiquement, mais d'être assez sympathique malgré tout. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vrai que... Donc, Mais c'est bien parce que tu dis ça en riant, alors... Non, mais c'est vrai qu'il fait des imitations et tout. Pour un humoriste, c'est pas mal de l'interroger. Bon, moi, depuis qu'il est Premier ministre, je l'ai pas revu, mais j'avais interrogé à un meeting de Juppé. Le meeting de la super pêche là, où tout le monde se disait Juppé c'est le futur président, quoi. Et j'avais vraiment un sur Édouard Philippe qui me disait bon bah maintenant il faut gérer le dernière ligne droite et normalement c'est bon, quoi. Et comme vraiment c'était ce que pensait l'intégralité de la France, ce son-là je l'ai pas gardé. Alors qu'aujourd'hui il vaudrait cher. Et dans cette même interview, il m'a dit ouais, je vous connais, c'est vous qui faites parler les gens longtemps, jusqu'à ce qu'ils disent des conneries, et après vous gardez que les conneries. Et j'avais dit ouais, c'est moi. Et je sais plus, j'avais continué à l'interroger, et à un moment donné, il s'était arrêté, il a dit j'ai lu une connerie là. Je fais ouais. Il a dit vous allez garder ça? Ouais. Je sais plus exactement quelle était la connerie, mais voilà mes souvenirs d'Édouard Philippe. Bon, c'était pas vraiment une déception, bah si, une déception de n'avoir pas gardé ce son où il me dit que normalement, pour Juppé, c'est easy, quoi. Avec ce genre de travail, on a l'impression d'être aux premières loges de la comédie humaine. Oui, clairement, ouais. Bah, surtout quand c'est des... Bah, c'est pareil, il y a plusieurs strates, quoi. Quand je fais des micro-trottoirs un peu sur des marchés au hasard, bah là, forcément, j'interroge plutôt des gens qui subissent les décisions politiques, comme nous, hein, finalement. Alors que quand je vais à l'Assemblée, là, c'est plus vraiment un jeu, une sorte de pièce de théâtre nulle, quoi. Mais même le décor, il est nul. Même pour les questions au gouvernement, il y a toute la garde avec les tambours et tout. Enfin, je me dis, mais les mecs, ils sont là. T'as Richard Ferrand qui avance, entouré de mecs qui jouent du tambour. C'est en 2022, même lui, il doit pas y croire. Même lui, il doit dire, Et on appelle ça le protocole, monsieur. Ah ouais, mais c'est nul, quoi. Vraiment, je pense que c'est vraiment plus personne qui trouve ça classe, quoi. Même le mec qui joue du tambour, tu sais, tout le monde oh là là, Richard Ferrand, bon, voilà. Ça n'a aucun sens. Et donc, il y a ce qui se joue, salle des 4 colonnes, donc c'est l'endroit où la presse a le droit d'interroger les députés. C'est très protocolaire aussi. Hein. Oui. Il y a vraiment des endroits où on n'a pas le droit de passer en tant que personne de la presse et tout. Bon, maintenant, je connais bien le personnel de l'Assemblée nationale. Et donc, quand on interroge un député ou quelqu'un de pouvoir, il y a toujours un jeu qui se met en place. Où, maintenant, ils me connaissent, mais au départ, ils pensaient que j'étais journaliste lambda. Donc ils me répondaient vraiment les éléments de langage, quoi, les trucs qu'ils avaient appris le matin, un truc qu'il fallait dire, quoi. Sauf que moi je les coupe souvent dans leurs réponses quand ils répondent pas, ou quand ils mentent, ou des choses comme ça. Et ça les déstabilise vachement, parce que c'est pas du tout ce qui est censé se passer aux salles des 4 colonnes. Salle des 4 colonnes, c'est vraiment un jeu où le journaliste est envoyé par sa rédac sur tel sujet, la réforme des retraites, il me faut 2 PS, 2 LREM et 2 LR, et clac, le journaliste il fait ça, clac, et après il rentre à sa rédac, il monte,
et il diffuse. Sauf que moi là-dedans, je fais pas du tout ce qui est prévu. Donc j'ai eu même pas des prises de tête, mais des discussions avec des députés qui me disaient mais pourquoi vous me coupez la parole? Et je dis mais parce que vous répondez pas à ma question. et vraiment des trucs de type mais vous n'avez pas à me couper la parole, je réponds ce que je veux. Vous me posez la question, je réponds ce que je veux. Bah non. Donc je pétais un peu la règle du jeu, quoi, le cas. Bon, maintenant ils me connaissent, donc il y en a qui me fuient, il y en a au contraire, il y a un peu. Alors, Parce qu'il y en a qui reviennent quand ouais, même. Il y en a qui viennent quand même. Alors, ouais. Et il y en a qui me connaissent et qui acceptent quand même de répondre. J'ai même il y a des députés de la République En Marche que quand j'ai eu un truc à faire sur LREM, je leur envoie un message et ils me disent ouais, carrément tu peux m'appeler de telle heure à telle heure. Alors qu'ils savent très bien que ça va mal se passer, quoi. Mais il y a un effet, bon, à bien moindre échelle évidemment, un peu l'effet guignol de l'info. Il vaut mieux que son nom soit cité, même si pourrait être. Et puis de toute façon, je suis pas très méchant non plus, donc. non, c'est qu'une façade, Ouais. encore une fois, c'est pas. J'ai mon petit regard, je fais mon petit regard comme ça. Non, oui, là je comprends. Là je comprends, effectivement. Là, j'avais fait un truc marrant avec les députés, j'avais emmené ma stagiaire de 3e de l'époque, une petite stagiaire qu'on avait dans le bureau qui s'appelle Juliette, et je l'avais emmenée à l'Assemblée nationale. Alors là, tous ceux qui me fuyaient, je leur disais mais c'est pas pour moi, c'est ma stagiaire de 3e. Et alors c'était une petite nana avec ses couettes comme ça qui disait bah oui, et après elle les a défoncés. Et ils savaient pas comment c'est hyper difficile de mentir à un enfant. Je me rappelle, c'était Stéphane Mazard, je crois, c'était un député de l'Hérault, je crois. Et on avait, enfin c'est moi qui avais, je n'avais pas écrit les questions, elle était assez dégourdie, mais je lui avais dit le sujet qu'on va traiter, c'est il y a 300 ou 500 enfants qui dorment dans les rues de Paris tous les soirs. Tu vas aller demander ça aux députés, comment ça se fait qu'ils règlent pas le problème. Et quand c'est un enfant qui demande ça à une personne qui est en charge des responsabilités, ben, je peux te dire en face ils faisaient pas les malins, quoi. Et il y a même, je sais plus lequel d'entre eux avait commencé un discours un peu langue de bois et s'était arrêté en disant non mais en fait je peux pas dire ça, quoi, c'est n'importe quoi. C'est hyper déstabilisant. Il y a eu, Guillaume, je crois, plus de 1000 chroniques à ce jour. Et tu dis bien volontiers dans le livre une nouvelle fois, j'ai souvent eu l'impression d'entendre des paroles répétées sans jamais avoir été remises en question. Alors l'impression que c'est avalé, comme ça que c'est entendu, et avalé, et pauvre, sans aucune autre forme de procès, si je puis dire. Mais on est tous comme ça. Un peu comme ça. On est tous comme ça, mais c'est notre cerveau qui est fait comme ça. Le cerveau, c'est quand même l'organe le plus surcoté de l'être humain. Il n'est pas du tout fait pour raisonner, quoi. Il est fait pour survivre. Donc on a tout un tas de biais de confirmation qu'on se trimballe, donc on entend une information qui nous va, qui correspond bien à peu près à ce qu'on pense d'habitude, on va avoir tendance à la répéter, et il y a même un truc, le truc qui me fascine le plus, c'est les éléments de langage, parce qu'il y a vraiment des choses, donc moi je sais très bien comment c'est fabriqué, c'est les conseils de com, ils ont tout ça dans les ministères, etc. Donc ils disent, bon là la polémique du moment, ou le sujet du moment c'est ça, voilà les éléments de langage, donc c'est 4 ou 5 punchlines à répéter sur tous les plateaux télé, donc après ils envoient les députés, les machins, faire la matinale de France Inter, etc. Les gens entendent ça, et après je les interroge sur le marché, et ils me répètent. Il y avait notamment par exemple Humanité et Fermeté de Gérard Collomb à l'époque justement de l'Aquarius, quand ils n'avaient pas voulu prendre le bateau de la SOS Méditerranée. Ça c'est un truc que j'ai entendu répété par des gens dans la rue, mais comme s'ils venaient de l'inventer. Ils me disaient ouais mais vous savez je crois qu'on peut aussi en France traiter les gens avec humanité mais aussi avec fermeté. Et je me dis putain c'est un truc qui a été, c'est testé en soufflerie le truc. À quel point le cerveau humain il est poreux, et on a tous ça. Et forcément oui quand on en a conscience peut-être on essaye d'avoir un peu plus le réflexe de remettre en question ce qu'on entend. Tu vois, il y a un truc qui est rigolo, les complotistes. Les complotistes, ça part d'un hyper bon réflexe. C'est mettre en cause la parole dominante. On te dit quelque chose et tu ne bouffes pas tout de suite. Tu dis alors attends, qui me dit ça? Qui a intérêt à ce qu'on me dise ça? Comment ça se passe? Donc le réflexe il est super bon, sauf qu'il tombe dans le même biais en fait, qui est de croire un autre discours sans le remettre en question. Donc ouais, il faut se méfier de notre cerveau, quoi. Mais c'est avec le cerveau qu'on dit ça, donc c'est un peu le bordel. On n'en voit pas le bout. J'allais dire, on va y arriver, on est ensemble, mais c'est une boutade. Mais en fait, le fait d'être ensemble est pas mal quand même. Parce qu'on peut tous se corriger les uns les autres, etc. Donc c'est pas si dégueu le collectif. Et puis alors, il y a des moments quand même, dans les entretiens, dans les interviews, où je crois que la réalité dépasse la fiction. Alors, il y a une dame, par exemple, enfin c'est assez malheureux, quoi, mais elle a confondu au micro, visiblement,
Boat People et Village People, c'est ça? Ouais, c'était là, ouais. C'était au local de Balkany à Levallois, ouais. Parce qu'ils avaient un domestique qu'ils appelaient Grimberie, parce qu'il était asiatique. C'est incroyablement raciste. Elle disait, mais non, pas du tout. En plus, on le connaît depuis longtemps. Il a été recueilli, c'est un village people. Voilà un bon exemple de là où j'ai pas eu du tout de répartie, parce que ça, j'ai fait ça colle, toi. Ça te colle plus direct. J'ai regardé si ça enregistrait bien, je me suis même pas je fais ok, je l'ai. Sinon personne va me croire. Personne va me croire. Et la vraie relance, j'aurais dû demander est-ce que c'était l'Indien ou le chef de chantier, etc. Mais sur le coup, tu peux pas anticiper ça. Non, mais la réalité dépasse toujours la fiction. Enfin, c'est un peu une. Il y a d'autres exemples comme ça? Mais tous les jours, des exemples. Bah, je sais pas, j'ai fait un truc sur l'innovation. Il y a un gars qui a inventé un barbecue connecté qui t'envoie des SMS quand la grillade elle est cuite. Mais ça, tu peux pas. Mais même si tu mets dans un scénar de film, genre pastiche de la Startup Nation, tu y crois pas, ça passe pas. Ouais, tu fais, ah non, c'est un peu trop gros. C'est Rizet. Ouais. Et donc tous les jours, mais même à l'Assemblée, bah, si je prends le dernier, à l'Assemblée de Total, il y a quand même un gars qui m'a dit que le problème c'était la surpopulation et qu'on n'aurait pas dû filer le vaccin à l'Afrique. Et vraiment, je pense qu'il me l'a dit un peu genre provoque parce qu'ils étaient tous énervés pour pouvoir rentrer, mais jamais j'aurais pu anticiper qu'un mec me dise ça. Mais ouais, tous les jours j'ai des choses, bah, heureusement d'ailleurs. Il y a des choses que je m'attends à entendre parce que ce qu'on disait tout à l'heure, elles ont été dites, ça fait partie des éléments de langage, de ce qui se dit dans le discours médiatique, et d'autres où je fais ah ouais d'accord. Je parlais tout à l'heure de ce fameux concours, championnat du monde de vitesse de tricot. Alors, le principe est quand même assez simple, c'est de faire, je cite, le maximum de miles dans le temps imparti. Bon, mais du coup, Guillaume, ça te permet de revenir sur l'omniprésence de la compétition qui, je cite, pose problème. C'est en tout cas ce que tu écris. Et tu poursuis en disant la survie de l'humanité doit plus à la solidarité qu'à la concurrence. Bon. Mais oui. Mais ça, donc, du coup, de partir d'un thème, on peut en rire, oui. championnat du monde de tricot. Bon, mais le fait que ça existe, c'est quand même symptomatique. Même si évidemment il n'y a pas un énorme enjeu. Alors on va se mentir, c'est les pelotes de laine qui a gagné, voilà. Mais le fait qu'on va quand même, dans toutes les catégories, essayer de classer des êtres humains, on va pas les laisser faire du tricot tranquillement, on va essayer de savoir qui va faire le truc le plus vite ou le moins moche. Alors à ce moment-là, il faut un jury qui décide de... On va forcément, à chaque fois, perdre beaucoup d'énergie à classer les individus, ce que je trouve complètement débile. Ça atteint son paroxysme évidemment dans le sport, où tu as quand même des gens qui niquent leur jeunesse à, je sais pas, à bouffer du chlore si c'est des fonds de la natation, donc ils font la natation 6 heures par jour, pour nager un demi-centième de seconde plus vite qu'un gars qui a niqué sa jeunesse à l'autre bout du monde, à bouffer du chlore aussi. Enfin, donc il y a... Après, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Quand ça devient un modèle de société, c'est quand même un problème. Et là, c'est le modèle de société. On met les gens les uns contre les autres, on est dans quelque chose de très très concurrentiel, et ça met tout le monde sous tension, etc. Bon, je ne vais pas refaire le monde là, mais vraiment pour moi, c'est un grand problème. J'ai beaucoup lu Albert Jacquard, que je vous conseille de lire. Et qu'on avait reçu ici en son temps, avec la galère en tout cas. Ouais, moi, c'est lui qui m'a... C'est ces lectures qui m'ont éveillé à ça. Il a écrit un livre qui s'appelle Halte au jeu, et avec des questions toutes bêtes de pourquoi le quatrième aux Jeux Olympiques il pleure. Bah t'as qu'à donner une médaille au quatrième, tu vois, je veux dire, tout ça est absurde quoi. Et donc ça serait le cinquième qui pleurerait, donc face à et il démontre vraiment l'absurdité de ça. Il y a le livre de Pablo Servigne aussi qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, que je conseille aussi beaucoup et qui à l'inverse étudie tous les processus de coopération, et si notre espèce elle a perduré, c'est parce qu'à un moment donné on s'est mis à 5 ou 6 devant un mammouth pour le buter. Bon, je suis végétarien, donc ne le faites pas chez vous, mais... D'ailleurs, je voudrais vraiment qu'on revienne sur cette affaire, le fait que vous soyez végétarien, c'est pas... Voilà, mais je crois que il y a vraiment un déclencheur. Ouais. Il y a un moment, il y a une rencontre. Ouais, oui. Et je voulais qu'on l'évoque. Ben, c'est marrant, oui, bah, alors, j'étais déjà sensibilisé un peu à ça, à la cause animale, et puis il y a pas mal de copains autour de moi qui me disaient, bah, c'est pas logique, tu manges de la viande et tu fais des chroniques pour dire qu'on maltraite les animaux. Je voyais bien qu'il y avait là encore un petit biais cognitif. Et puis j'ai fait le salon de l'agriculture et je suis tombé, ce que je raconte dans le bouquin, je l'ai pas mal raconté cette anecdote. Je suis tombé sur une gamine qui caressait une vache, qui était un peu en amour devant la vache et tout. Et... Parce qu'au salon de l'agriculture, c'est génial, parce que les vaches, elles sont apprêtées
elles ont des tampons, elles sont brossées toute la journée. On leur fait brûler de l'encens devant les naseaux pour qu'elles soient saines et tout. Et après, on leur refout un prix, parce que les êtres humains, ils aiment bien classer, donc ils classent les vaches aussi, il n'y a pas de raison. Donc la plus belle vache, le plus beau pis, voilà, un diplôme, machin. Et après, on la refait remonter dans une petite camionnette et on va l'amener à l'abattoir pour la découper en deux, la tronçonneuse. Donc tout se passe bien. Et donc la petite gamine était très en amour devant la vache et tout. J'ai demandé si elle aimait bien les vaches, elle m'a dit oui. J'ai dit, bah t'aimes bien les steaks? Elle a dit oui. Ouais, bah oui, c'est honteux, hein. Je dis, bah t'es quand même en train de caresser un truc que tu vas buter pour manger, Ah, quoi. mais non, mais vous êtes absolument horrible. Bah voilà, mais parce que la vérité est horrible. Don't shoot le messager, quoi. Donc voilà, moi j'étais là pour rappeler ça. Et bon, j'ai un peu culpabilisé. Quand même. Au moins 2 minutes. Non, mais je me suis dit, ok, si je passe le son dans la chronique, alors je mange plus de viande. Et je me suis servi de ça, donc c'est pas vraiment un déclic, c'est pas là où je me suis rendu compte, mais c'était j'ai un prétexte plutôt. Je me suis dit, allez, vas-y. Tac, et j'ai plus jamais mangé de viande depuis ce moment-là. Et c'est vrai que dans le livre, dans Les vrais gens, dont nous parlons ce soir, il y a tout un chapitre sur les animaux. Vous n'oubliez pas de préciser, tu n'oublies pas, tu vois. Ouais, mais je te laisse. Là, je plaffe. On se boutoie. C'est une partie de ping-pong entre le vous et le monsieur, moi, ce soir. Nos rapports avec les animaux sont depuis longtemps très ambigus. La tradition a bon dos, tu reviens notamment sur la corrida. Et puis bon, en n'oubliant pas de citer la FNSEA, dont tu dis que c'est le syndicat d'exploitants agricoles qui sont à l'écologie, ce que la playlist de France Inter est à la joie de vivre. Bon, je te cite, hein. Bon. C'est moi qui écris ça. Oui, non, je ne dis pas. Et donc, voilà, donc on sent vraiment que pour le coup, effectivement, la cause animale est importante aussi pour toi. Mais toutes les structures de domination m'intéressent, et celle-là, on s'habitue beaucoup, parce que moi j'ai grandi à la campagne par exemple, donc ouais, on était habitué à voir des animaux transporter des bétaillères pour aller à l'abattoir, etc. Et plus on est habitué, moins on remet en question les choses. Et même c'est un angle mort de la gauche, hein, de moins en moins, mais tous les gens qui luttent contre les systèmes de domination devraient s'intéresser à celui-là, quoi. Donc ouais, ça me touche, ça m'intéresse à quel point les animaux sont sensibles, ressentent des émotions, sont parfois beaucoup plus proches de nous qu'on ne le pense. Là je suis en train de développer un documentaire avec un copain qui a écrit un livre qui s'appelle Les cerveaux de la ferme, peut-être en librairie. Et à quel point les animaux de la ferme sont vraiment dotés de... Alors les mots sont compliqués, l'intelligence, il faudrait la définir, etc. Mais en tout cas de biais cognitifs qui nous ressemblent énormément. Et il y a plein d'expériences d'éthologie qui sont faites avec ces animaux qui sont assez marrantes. Donc dans un docu, ça va être assez rigolo à montrer, à démontrer. Et ouais, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. D'ailleurs là, vous avez... Alors, petite aparté, je suis passionné d'orques. Ah bah oui, alors bah oui. Et voilà. Il y en a un qui était, je sais pas où ça en est. Je sais pas où ça en est. Qui l'a vu? Il y avait un orque en scène là. Bah ouais. C'est assez étonnant. Hein. Ben oui, oui. C'est une première. Moi je pensais qu'elle allait venir à la dédicace. Ah non, non, mais c'est-à-dire que le fait est qu'on n'a pas amené non plus exprès pour toi. Je sais pas où t'étais bien sûr, hein, je te dis, les animaux des fois on sait pas ce qu'ils ont à dire. Tiens, à propos de choses étranges, est-ce que tu as vraiment rencontré quelqu'un qui posait sa tranche de jambon sur le capot de sa Clio pour qu'elle fasse le contrôle technique? Non mais franchement, là moi j'hallucine. Non, là non, ça c'est une invention. Mais quand même. Ça c'est une invention, mais je me... Enfin, par exemple, si on... c'est sur le chapitre sur les pseudosciences, les salons. Oui, en ce moment, de plus en plus, les salons du bien-être, c'est le salon quand même du grand n'importe quoi. Il y a la moitié de cartomanciens, J'ai l'impression quand même que... T'as des vendeurs de tisanes, des gens qui... Ouais. Vendeur de tisane, à côté t'as quelqu'un qui va aller visiter tes vies antérieures, à côté t'as un vendeur de chaussures orthopédiques, enfin bon, c'est vraiment un bordel. Et ouais, je suis pareil, je suis un petit peu passionné par les gens qui arrivent à croire à des choses. On aime bien, les êtres humains aussi, ils aiment bien croire à des choses. Une fois que la croyance on l'a en nous, c'est très compliqué de se remettre en question et de se dire ah oui non en fait c'est quelque chose qui me mettait dans un confort intellectuel de voir ça. On l'a vu pendant le Covid, là. Tous les trucs sur la chloroquine, c'était assez fabuleux quoi. Parce qu'au bout d'un moment, oui, ça a été un espoir pour tout le monde. On s'est dit, ah voilà un gars qui a trouvé un remède, on va pouvoir revivre normalement. Et il y a beaucoup de gens qui y croient toujours quoi. Alors que vraiment l'intégralité du consensus scientifique dit bah non, désolé, on aurait bien aimé que ça marche, mais non. Et il y a plein de choses comme ça, l'homéopathie, juste comme ça, ou même tout ce qui est les sourciers, ces choses-là, ça m'amuse beaucoup. Dans ce genre de salon, ce genre de personnes que j'interroge, il y a vraiment deux types. Il y a vraiment les personnes qui y croient eux-mêmes, et ça a un côté un peu touchant. Oui, et puis peut-être un petit peu comme ça. Ouais, et le deuxième,
Qu'ils ont peur, Ça, qu'ils aient non, peur. que ça enfin, nous fasse un peu... Les gens qui vont chercher leur Non, vie ça fait pas antérieure, trop- ça me fait pas trop peur. Non. Ça m'intéresse, je dirais, Ah ouais. si vous voyez. C'est vraiment parce que les vies antérieures des gens, les vies antérieures des gens, c'est souvent Napoléon, Louis XIV, c'est jamais pourri après. Oui, 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 d'accord. Donc Bon, les bah, gens, reste là. tu vois, t'as jamais C'est je ça. sais pas, le Frenier ou je sais Ah, oui, oui, un mec qui est mort d'une rage de dents à 18 ans en Ardèche. Non, c'est jamais ça. Donc, Étonnamment. étonnamment, je vais dire, Ah, oui. tout le monde a eu Ah, oui. Napoléon, par exemple, en vie antérieure. C'est Ça, évident. vraiment. Et donc il y a ces gens-là qui y croient vraiment, et ouais, je te disais, il y a un côté un peu touchant, voire un peu poétique. Et il y a vraiment des vrais escrocs. Je me notamment souvenir d'un mec qui bossait avec sa femme qui lisait les auras des gens. Donc elle disait, bah, quand je vous regarde, je vois autour de vous une aura. Machin. Donc tu allais passer une petite... Des fois je le fais, je m'amuse à le faire quand j'ai un peu le temps. Ils me disent, bah, vous voulez essayer? Je fais, bah, carrément que je vais essayer, tu vois. et après, donc elle te pointait 2-3 problèmes. Et après, je sais plus comment ils appelaient ça, te démagnétiser. Ils te montraient un film. Et ça coûtait 200 balles, je crois. Et en fait, vous montrez aux gens juste un film, et voilà, c'est 200 balles, et ça va, quoi. Le coût de production n'est pas dingue. Et en fait, il n'y avait même pas de film. Il me dit, non, non, c'est juste de la musique. Donc, ils mettaient des gens avec un bandeau devant les yeux, devant un écran où il n'y avait rien, et ils leur mettaient de la musique dans les oreilles. Et c'était 200 balles. Et je me demande si la répression des fraudes, là, dans ce cas-là, ne devrait pas intervenir quand même. Si les organisateurs du salon n'ont pas quand même une certaine responsabilité. Parce que le problème que ça pose, c'est quand même des retards de soins. T'as des gens qui arrivent à l'hôpital avec des cancers en phase terminale en disant bah non, bah, je me suis soigné avec du tilleul. Enfin, ça, c'est quand même c'est un vrai problème de santé publique quand même. Guillaume, est-ce que la parité progresse et est-ce que la mauvaise foi progresse également? Il y a un lien Ça entre les va- deux. Ah, je sais pas. Je veux dire que les femmes sont de mauvaise foi en fait. C'est ça que je souscris totalement. Là, tu me fais dire des choses que... Ah non, mais je voyais pas le lien entre les deux, c'est pour ça. En revanche, c'est une phrase du livre. La parité progresse, mais la mauvaise foi... Ah oui, c'est sur le chapitre sur l'égalité femmes-hommes, etc. Ouais. C'est ce que tu as remarqué? Ça progresse, oui, parce que c'est de plus en plus à force de... Ouais, c'est au forceps, quoi, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais oui, parce que c'est dans l'actualité et les féministes font un super boulot. Malheureusement, elles sont obligées de le faire, mais oui, ça progresse, en tout cas, on en parle. C'est un peu comme l'écologie. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu une thématique, quoi. Maintenant, on en parle. Alors qu'avant... moi, mes parents, ils étaient écolos à un temps où les gens ils disaient, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et féministe, c'est quand même de moins en moins une insulte. Alors, je m'amuse quand même toujours à demander aux mecs, là j'en ai fait une cette semaine, je crois, parce qu'il y a le cas Damien Abad. Je m'amuse quand même souvent à demander aux mecs s'ils sont féministes. Et vraiment, c'est compliqué pour les mecs de se dire féministes. Et il y a souvent le fameux je suis féministe, mais. C'est le mec. C'est le fameux mais qui va faire que la phrase après elle va devenir pas du tout féministe. Où les choses vont se compliquer à Je suis féministe, mais les gonzesses, hop, bah déjà on est. Et ça m'amuse parce que soit on est féministe, soit on l'est pas. On va dire je suis antiraciste, mais quand même les Chinois ils font chier quoi. Bah non, on est raciste. Donc ouais, c'est les mêmes structures de raisonnement. Mais c'est ancien, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été éduqués comme ça. C'est très très long une société à déconstruire, si on va utiliser ce mot-là. Et surtout, il y a une inertie terrible. On est nombreux, on s'auto-influence, il y a le rôle des médias, et puis là, il y a l'exemple qui est montré d'en haut, qui est absolument catastrophique, à quel point... Enfin, à quel point ils se rendent compte ou ils se rendent pas compte, à quel point c'est une stratégie. J'avoue que là, je suis largué, je ne vois pas... Puisqu'ils avaient connaissance du dossier Abad, ça on le sait. Donc voilà, oui, ça évolue, mais c'est très très long, malheureusement. Alors, on parlait tout à l'heure d'un son que tu n'avais pas gardé. Moi, je regrette, en ayant lu le livre, que tu n'aies pas enregistré la chanson de Brigitte Bardot. Ça nous aurait peut-être un peu fait rigoler, et surtout, ça aurait quand même prouvé qu'elle n'était pas une contradiction près, quoi. Hein, si je puis me permettre. Ou autrement dit, les bien-pensants sont quelquefois à deux doigts de la vulgarité. Mais oui, c'était la grande époque de la Manif pour tous, qui était une époque bénie pour les chroniques. Hein. Parce que voilà, tous les dimanches, il y avait une petite manif, c'était bon, ils étaient tous là réunis avec leur serre-tête. Et ouais, Brigitte Bardot donc, était devenue leur égérie. Ce qui était un peu bizarre, c'est qu'elle avait chanté une chanson qui s'appelait Fais-moi l'amour avec deux doigts.
avec toi, ça ne rentre pas. Quelques années auparavant. C'est dans l'élégance. Ouais, j'ai des références. Hein. Donc j'étais tombé sur cette information. On avait commencé par Kent, Qui m'a fait finir par Brigitte Bardot. Et j'avais été lui demander en plein milieu de la manif. Et elle s'était pas démontée, elle m'avait chanté la chanson. Ah oui. Et c'était vraiment au tout début, quoi. C'était au tout début de l'émission. Et je regarde, donc j'étais tout content. Je me dis, ah ça va être marrant. Et j'avais pas enregistré. Là, ça n'allait pas. Et là, c'est mort, tu peux pas aller les revoir en disant, ah, Si on recommençait, vous pouvez avoir l'air con une deuxième fois. Ouais, après maintenant je vérifie toujours, j'ai un petit protocole. Je fais 1, 2, 1, 2, blablabla. Parce que j'ai un petit, j'arrive pas micro ouvert, j'ai un petit protocole quand j'arrive. J'aime bien embêter les gens, mais pas tant que ça. Donc j'arrive toujours micro éteint, je demande aux gens s'ils ont 2 minutes, je fais tel sujet. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Donc des fois les gens disent non, des fois ils disent oui. Je fais pareil avec les politiques, enfin j'arrive jamais micro. l'idée c'est pas d'arriver comme ça avec le micro devant le nez. Voilà, le je micro veux pas avoir un truc agressif. Ah, ouais, bien sûr. Ouais. Je veux qu'on ait le temps de discuter. Non, il y a une fois où j'ai laissé mon micro ouvert, j'ai fait la manif le meeting de Zemmour au Trocadéro, et je pensais que potentiellement ça pouvait être un peu chaud pour ma gueule. Donc j'avais laissé le micro ouvert au cas où je me fasse insulter, tabasser, etc. Mais en fait, non, hyper décevant. Je voulais, Guillaume, qu'on revienne, je vois que le temps file, et il y a beaucoup de monde, et on va évidemment faire de la place aux signatures tout à l'heure. Je voulais qu'on revienne un peu, on l'a évoqué tout à l'heure, ce roman pour lequel l'année dernière, on avait réalisé ensemble une rencontre virtuelle, c'est Le Roi n'avait pas ri, dont on a évoqué Triboulet, qui est donc ce fou du roi, bouffon de Louis XII, puis de François Ier, comme ça tombe bien, François Ier, fondateur du port et de la ville du Havre. Il est partout. Les bouffons sont donc peu à peu devenus les conseillers du roi. C'était pourtant pas gagné, on les moquait véritablement, c'était des personnes... toujours des personnes en situation de handicap, vraiment. Ouais, enfin ça a évolué quoi, ça a beaucoup évolué dans l'histoire. Déjà le rôle du bouffon, la place du bouffon, ça vient des carnavals, de cette tradition de la fête des fous, où dans les villes, pendant 2-3 jours, toutes les hiérarchies étaient inversées et tout était permis. Et puis après, à la fin de cet événement, tout rentrait dans l'ordre. C'était une manière pour le pouvoir de dire, vous voyez, vous avez une petite soupape de sécurité. Et après, ça s'est incarné dans une personne, au lieu de s'incarner dans un temps duré, dans une durée, pardon, dans la ville, ça s'est incarné dans une personne qui a d'abord été une personne, ouais, on appelait ça les fous, parce que c'était ce qu'on dirait aujourd'hui des handicapés mentaux, quoi. Et qui n'était pas maltraité à la cour, mais qui était là comme une bizarrerie, quoi. Comme ils avaient une girafe, un perroquet, un fou, quoi. Et petit à petit, alors on ne sait pas comment c'est passé, parce que les historiens ne savent pas, c'est très très peu documenté. Ouais, c'est ce qui me très semble. peu d'archives. Donc moi, j'ai fait le Triboulet, le passage pivot, où genre, mon personnage, c'est le premier qui a eu l'idée de jouer au fou pour s'intégrer à la cour et pour sauver sa peau, quoi. Mais bon, ça c'est complètement romancé, on n'a pas du tout de preuves de ça. En tout cas, on sait que ça se passe à peu près à cette époque-là. Donc début de la Renaissance, ou plus ou moins, les personnages ensuite qui entourent le roi sont des gens qui jouent au fou, donc ils sont vraiment malins, donc ils deviennent petit à petit des conseillers. Je crois que le dernier qui était considéré comme bouffon au fou du roi, c'était sous Louis XIV. L'Angélie, je crois, qui était vraiment loin d'être dément, qui était vraiment, quelqu'un qui était un proche vraiment du roi. Et pour autant, je crois qu'à un moment, le roi écoute vraiment, c'est-à-dire que celui qui est devenu son conseiller quasiment. Oui, parce qu'il a l'autorisation et même l'obligation le devoir de dire la vérité au roi. Et dans un milieu de cour, de courtisans, courtisanes, personne ne dit la vérité au roi, puisque évidemment tout le monde veut être bien vu, etc. Donc lui, il a vraiment ce rôle-là. Et j'ai fait ce bouquin-là parce que c'est un peu le rôle des humoristes aujourd'hui. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu te sens un peu une filiation avec Triboulet? Physiquement? Non, physiquement, loin s'en faut. Mais je veux dire, à travers cette bizarre profession de faire rire. Oui, je me sens une filiation, ouais. Ouais, mais de même qu'avec des auteurs comiques. Enfin, déjà, c'est étrange de chercher toujours à faire rire, chercher la blague, le trait d'esprit. Je me sens vraiment une filiation avec ça, ouais. Et le positionnement surtout, quoi. Ce positionnement bizarre qui est d'être dans une structure de pouvoir et de dire au pouvoir, tu fais de la merde. Donc c'est vraiment, il y a une zone grise à explorer, quoi. Il y a des gens qui nous considèrent comme des héros de la liberté d'expression et d'autres comme des sombres merdes vendus à Macron.
Et je pense qu'on n'est ni l'un ni l'autre, pour être tout à fait honnête, mais qu'on navigue au milieu de tout ça, quoi. C'est sûr, par exemple, si Macron, il veut plus que je sois à France Inter, je suis plus à France Inter. Donc c'est pas qu'il autorise le fait que je sois à France Inter, c'est que de toute façon la structure, c'est toujours la même depuis des lustres, même depuis avant François Ier, c'est de la verticalité pure. Macron d'ailleurs on a retrouvé encore plus de verticalité que Macron. Donc ça n'a pas changé, la structure de pouvoir elle a absolument pas changé. Il y a des choses qui ont changé, on risque plus la mort physique, en tout cas pas, sauf pour malheureusement Charlie Hebdo, etc., mais c'était pas le pouvoir qui avait organisé. Alors que le roi il avait le pouvoir de couper la tête de son fou quand il le faisait trop chier. Et donc il y a des choses qui ont changé, mais la structure et là où on évolue nous dans la structure n'a pas changé. D'où vient ton envie d'écriture? Cette envie d'écriture, il y a un autre roman qui est Cosme, qui a été le premier roman. Là, il s'agissait d'une histoire biographique. Ouais, c'est un ami à moi. C'était plutôt autour de Rimbaud, si je me souviens bien. C'est un ami qui a découvert comment on pourrait dire, une grille de lecture dans le poème Voyelle de Rimbaud. Et moi j'y connais absolument rien en Rimbaud, en poésie, mais c'est un très bon ami à moi qui écrit de la poésie lui-même et qui était mon régisseur de théâtre quand j'ai commencé le petit café théâtre de 50 places. Et donc un personnage très intéressant, un peu illuminé, poète, qui se plantait une fois sur deux à la régie, enfin un peu lunaire, mais très sympathique, avec qui on buvait des coups et qui me dit bah moi j'écris de la poésie et j'ai trouvé ça dans Voyelle de Rimbaud, qui est le poème le plus sulfureux de Rimbaud. Et je l'ai longtemps aidé à révéler cette découverte, mais en droit français ça n'existe pas, découverte littéraire, ça ne correspond à rien du tout. Je l'avais fait rencontrer à l'époque Philippe Solers, qui est considéré comme un des Rimbaldiens français. Donc ils s'étaient rencontrés, mais il avait plus ou moins cherché juste à savoir ce que c'était. Et je m'étais dit, bah, le mieux pour acter la découverte, c'est qu'on écrive ton histoire. Et c'est comme ça que je suis arrivé à écrire un... Alors c'était un roman, parce que c'est vrai qu'on a romancé quelques passages, ça respecte pas toujours l'ordre chronologique de sa vraie vie, mais c'est quand même son histoire, c'est quand même un récit de vie. Et puis ça nous a permis d'acter cette découverte. Donc là c'était plus ou moins l'occasion qui a fait que je me suis lancé là-dedans. Mais il y avait l'idée déjà, avant, d'écrire, d'abord avec des spectacles. Ouais, des spectacles, ouais. Oui, j'aime bien écrire. Ouais. Mais ça, c'est parce que, comme vous disiez tout à l'heure, je suis un peu solitaire et j'adore l'idée d'être... j'ai pas de co-auteur, par exemple, j'ai pas du tout de gens qui m'aident, parce que j'adore la pratique d'être derrière son ordi à imaginer les choses. Ça, c'est le truc qui me plaît le plus. Et les idées, elles fourmillent, elles viennent assez vite. Comment est-ce que ça se passe, le processus d'écriture? Bon, c'est comme dans tous les métiers, on va dire, plus tu fais plus tu pratiques, plus... C'est une mécanique en quelque sorte. Ouais. Mais comme, je sais pas, un ébéniste ou comme n'importe quel métier, plus tu pratiques, plus tu as des réflexes, des mécaniques, c'est un peu comme un muscle, on pourrait dire. Après, du coup, il faut s'en méfier, parce que quand tu as des mécaniques, après ça peut devenir ringard si tu utilises toujours les mêmes. Donc, mais c'est hyper... Moi, je vois ça comme un jeu, j'ai une vision assez ludique. C'est rigolo, parce qu'en France, la littérature, c'est quelque chose. Genre, t'as écrit un livre, alors il y en a 40 000 qui sont par an, mais vraiment, la littérature française, t'as écrit un roman, t'as l'impression que c'est vraiment... Alors qu'en fait, t'as juste mis des mots les uns après les autres. Oui, enfin, c'est quand même c'est pas si 26 simple. 000 lettres de l'alphabet. Oui, mais d'accord, mais il faut quand même qu'un minimum ça tienne la route, Ouais, que mais ça tienne à peu près 200 pages et que ça ne lasse pas son lecteur. Ouais, mais ça, c'est... Enfin, moi, je vois ça vraiment comme quand tu joues au Lego quand t'es gamin, quoi. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. T'as tes petits personnages, tu fais t'as roi François Ier qui est là. Ah tiens, si je le mettais à chasser le sanglier, tiens, bah, qu'est-ce qu'il ferait le bouffon? Blabla, t'écris une scène. Enfin, pour moi, c'est... Ouais, j'ai bien l'impression, j'ai conscience de désenchanter. Non. Pour moi, il en reste J'écris pas avec mal une plume d'oie, à la pleine lune, on a besoin, nous les auteurs, d'être connectés. On n'est pas comme vous, là, avec les métiers. Non, vraiment, de même que tu vois, là, le statut d'artiste, moi je considère que vraiment tout le monde est artiste. On a tous un truc qu'on aime bien faire. Et pas mal de gens me disent ouais, le théâtre j'aimerais bien en faire, mais moi je fais juste du théâtre en amateur. Mais c'est quoi le théâtre en amateur? C'est du théâtre. T'as une scène, t'as des gens qui viennent te voir. Donc oui, c'est juste que c'est pas ton activité principale, donc t'as moins peut-être les mécanismes, etc. Mais ça reste, c'est quand même du théâtre. Et écrire un roman, n'importe qui peut écrire un roman. Non, vraiment, je suis désolé, mais... Non, il n'y a pas de raison. Est-ce que, plus facile que ce qu'on pense. dernière question, Guillaume Meurice, est-ce que, comme je l'ai lu dans une interview à Libération, tu disais mon métier est d'être caricatural? Bah oui.
Oui, oui. Ça se définit comme ça en point final. Moi, je me sens comme un caricaturiste, donc les gens qui me disent « Oh, quand même, t'exagères », bah je dis « Bah merci ». Ça tombe bien. Comme un boulanger, C'est ça. tu dis « Bah quand même, ton pain, il est bon, putain ». Bah ouais, je grossis le trait, ouais. D'ailleurs, j'adore les dessinateurs et les dessinatrices de presse. Ça me fascine assez en 2-3 coups de crayon comme ça. Il faut clac, rendre clac. un coup de chapeau. Ouais, Toujours. vraiment. Ah ouais, je trouve que vraiment, enfin ouais, ils font la même chose que nous, mais j'ai l'impression que c'est encore plus dense, plus condensé, puis l'image, ça percute tout de suite, quoi. Donc ouais, je suis assez admiratif de tous ces gens-là, et ouais, je me vis vraiment comme un caricaturiste. J'aime bien l'expression blaguiste, parce que j'aime bien le côté artisanal de la fabrication de blagues. Je fabrique des petites blagues avec vos impôts, hein, d'ailleurs, merci pour tout ce qui est argent, tout ce qui est moulaga. Mais j'aime bien ça, fabricant de blagues. Super. Voilà, Guillaume Meurice, les vrais gens, dans les coulisses du moment Meurice, paru chez Jean-Claude Lattès avec la complicité évidente de France Inter. Merci de ta Merci présence. à toi. Guillaume Meurice, notre invité ce soir.